Alors, l'Union européenne veut faire essentiellement deux choses qui sont étroitement liées entre elles. D'un côté, elle veut renforcer la capacité de production de l'industrie de défense européenne pour faire face au retour de la guerre de haute intensité sur le continent. Aujourd'hui, nous avons une industrie qui est calibrée sur des rythmes de paix, et là, il s'agit de la calibrer sur des rythmes de guerre de haute intensité. Et notre industrie aujourd'hui a des capacités de production relativement limitées. D'un autre côté, l'Union européenne veut pousser les États membres à effectuer des achats communs de munitions et de missiles et à terme, à plus long terme, d'équipements de défense plus lourds. Les objectifs qu'elle poursuit, l'Union européenne poursuit deux objectifs principalement. Il s'agit en premier lieu de faire en sorte que les entreprises de défense puissent être confrontées à une consolidation de la demande de façon à ce qu'elles puissent effectuer des investissements structurels importants nécessaires à augmenter les cadences de production. D'un autre côté, il s'agit de pousser les États membres à coordonner leurs achats de défense pour que ces achats ne soient pas fragmentés, pour qu'il n'y ait pas une ultérieure fragmentation de l'industrie de défense et pour que les armées européennes puissent avoir un certain degré d'interopérabilité. Enfin, il faut rajouter aussi que l'Union européenne poursuit l'objectif de pousser les États membres à acheter des équipements européens plutôt que des équipements américains pour éviter d'affaiblir son industrie de défense et lui permettre de rester compétitive sur la scène internationale. Est-ce que c'est le début d'un marché européen de la défense coordonné par Bruxelles? C'est un peu trop tôt pour le dire parce que l'Union européenne est une institution qui avance très lentement, à petits pas. Il a fallu plus d'un an pour qu'elle développe des outils d'achat conjoints depuis que la guerre en Ukraine a éclaté. Ceci dit, on peut dire et on peut constater que depuis 2016, l'Union européenne est en train de développer tout doucement, petit à petits pas, comme dans son habitude, une véritable politique industrielle de défense commune. Elle a commencé par financer la recherche et le développement militaire. Ensuite, elle a commencé à financer même des transferts d'armes vers des pays alliés. Maintenant, elle essaye de soutenir financièrement et à travers une réglementation la production industrielle. Elle veut promouvoir des acquisitions conjointes. Donc, on peut constater que progressivement, l'Union européenne est en train de devenir un acteur qui intervient dans toutes les phases du cycle de l'armement. Et ça, c'est une nouveauté très, très importante dans le cadre de l'histoire du processus d'intégration européenne. Il faut toutefois faire une nuance à ce propos. L'Union européenne est en train de devenir un acteur de l'industrie de défense, certes, mais elle n'est pas en train de s'affirmer comme un acteur de la politique de défense. Elle se limite à soutenir et à financer son industrie sans pour autant développer une politique étrangère et de défense commune sérieuse. La politique étrangère est toujours faite et la politique de défense est toujours faite au niveau des États membres individuellement ou dans le cadre de l'OTAN. On peut donc en conclure que l'Union européenne devient tout doucement un sponsor de la défense européenne, mais elle ne devient pas un acteur de la défense européenne. Il est impossible de prédire si un affrontement entre les pays occidentaux et la Russie adviendra. Il faut espérer que non, bien évidemment, mais il faut aussi considérer que Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à avoir une confrontation majeure avec les pays de l'OTAN, parce que s'il y a bien une chose que ce conflit a démontré, c'est que les systèmes d'armes conventionnels des pays occidentaux sont très très supérieurs à ceux de la Russie. Le problème, c'est de savoir si Vladimir Poutine agit de manière rationnelle. Jusqu'à présent, il n'a pas trop montré d'être si rationnel que ça, notamment en attaquant l'Ukraine avec 180 000 hommes. C'était assez irrationnel de penser de pouvoir occuper un pays comme l'Ukraine ou même une grande partie d'un pays comme l'Ukraine avec seulement 180 000 hommes. Donc, il est très, très difficile de faire de prédictions par rapport à cela, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que depuis 60 ans, l'Europe n'a jamais été dans une situation aussi dangereuse. Alors, il faut savoir qu'en général, dans les sciences sociales, on raisonne et on procède par hypothèse. S'il y a quelques années, l'hypothèse selon laquelle les Européens et les Occidentaux auraient été confrontés à une guerre d'haute intensité avec la Russie était presque absurde et impensable, aujourd'hui, cette hypothèse est malheureusement crédible et même plausible, et elle doit donc être prise sérieusement en considération par les décideurs politiques.